Bonjour à tous. Déjà, je souhaite remercier la société Genzyme pour m'avoir invité et me donner l'opportunité de vous parler de séquençage au débit et de leur application pour les maladies neuromusculaires. Et aussi, je souhaite remercier les responsables scientifiques de cette journée, notamment Andoni et Chanice, pour avoir suggéré mon nom pour vous parler de ces nouvelles technologies. Alors par contre, oui, je viens de m'apercevoir que j'avais une présentation en anglais, mais rassurez-vous, je vais parler en français. Les maladies neuromusculaires, comme vous savez, c'est des maladies très sévères en fait, qui ont des implications très fortes sur les patients, leurs familles et aussi le système de santé. Et le diagnostic génétique pour ces maladies est très important pour, bien sûr, une meilleure prise en charge des patients. Aussi, d'ailleurs, un meilleur conseil génétique, avec pour quelques maladies des possibilités de diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Et ça permet, d'une façon plus recherche fondamentale, d'étudier les mécanismes pathologiques. Et ensuite de tester, par exemple dans des modèles animaux, des approches thérapeutiques. Et notamment, par exemple, pour le saut d'exon myopathie de Duchenne, la connaissance de la mutation permet déjà d'envisager des approches de thérapie génique. Alors, dans le diagnostic génétique, il y a quand même des goulots d'étranglement. Donc, en général, la façon dont ça se passe, c'est qu'on a des investigations cliniques qui sont complémentées par de l'histopathologie qui suggère vers la fin quel gène il faudrait tester pour ce patient-là. Le problème, c'est qu'il y a souvent des signes cliniques ou histopathologiques qui sont assez généraux et pas très précis pour suggérer des gènes définis. Et au final, on arrive en fait à une errance diagnostique qui se traduit pour les maladies neuromusculaires par le fait que quasiment la moitié des patients atteints de maladies neuromusculaires n'ont pas de diagnostic génétique. Donc je vais vous parler de plusieurs points en commençant par une introduction très rapide du séquençage qu'on appelle nouvelle génération. Donc le séquençage Sanger, qui était la technique classique, permettait de séquencer une partie de l'ADN génomique du patient. Le séquençage au débit ou de nouvelle génération ou NGS permet en fait de séquencer en parallèle, et c'est ça le mot-clé, en parallèle, de multiples pièces de l'ADN génomique des patients. Donc en gros, on peut tester tous les gènes qu'on veut en un coup chez un patient. Et alors vous avez sûrement entendu parler de la loi de Moore, qui est en fait une loi informatique, qui dit en gros que tous les années, la puissance informatique double. Donc ça, c'est la loi de Moore. C'est comme ça et ça a été c'est vérifié. Il se trouve que, en ce qui concerne, ici en courbe orange, la puissance, cette fois-ci, du séquençage, fait plus que doubler. C'est une puissance exponentielle qui dépasse largement la loi de Moore. Donc, en fait, ça a l'air un peu bizarre ce que je vous raconte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, la quantité de data, de données qu'on obtient par le séquençage au débit ne va pas pouvoir être prise en compte par les progrès des ordinateurs. Ce qui veut dire qu'un des plus gros problèmes du séquençage au débit, qui produit énormément de données, ce sera l'archivage et comment est-ce qu'on va pouvoir les analyser. Et dans les grands centres de séquençage, un des plus grands problèmes, c'est comment en fait, ventiler les ordinateurs qui tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour analyser les données de séquençage. Donc je vais passer sur la technique, on pourra y revenir en fait si vous êtes intéressé, mais je vais passer sur cette technique. Je vais juste vous montrer un exemple où en fait, en partant d'ADN génomique du patient, on peut séquencer soit tout le génome, soit cibler spécifiquement des séquences. Donc en bleu, vous avez en fait les exons ici d'un gène qui s'appelle MTM1, et en gris vous avez les séquences qui sont obtenues. Donc en un seul coup de séquence, vous pouvez obtenir toutes les séquences grisées. Donc il y a de multiples lectures qui sont ciblées sur ces exons-là, en partant d'un ADN génomique. Et là, c'est ce qu'on appelle les séquences off-target,
qui n'ont pas été enrichis lors de ce protocole. Donc je rappellerai que quand on séquence un génome humain, on est tous différents, et en fait on est tous différents de 3 millions de nucléotides sur les 3 milliards que compose notre ADN. Donc ça fait beaucoup de différences. Et sur ces 3 millions de différences, dans un patient atteint de maladie neuromusculaire, on cherche la différence, donc une différence sur les 3 millions qui cause la maladie. Donc encore une fois, un problème d'analyse. Donc il y a 3 exemples que je donnerai. D'abord, on peut séquencer de façon spécifique certains gènes. Et on avait fait donc une preuve de concept assez récemment qui est publiée cette année dans Acta Neuropathologica, en collaboration avec des cliniciens notamment strasbourgeois, donc Andoni, Vincent Logel et Christine Tranchant, où on a séquencé en fait de façon ciblée les 267 gènes qui étaient dans la gene table neuromusculaire. Donc on les a séquencés d'un seul coup dans 16 patients, qu'on avait d'ailleurs barcodés et poolés. Ici, vous avez un résultat de séquence où chaque ligne horizontale vous donne une lecture qui a été effectuée. Donc, vous avez toutes les lectures en parallèle qui ont été effectuées, et vous avez un changement qui est à l'état hétérozygote. Donc, des fois, c'est un G qui est l'allèle normale, des fois, c'est un A. Donc, on peut détecter les modifications hétérozygotes ici dans un patient qui a une myopathie centronucléaire dominante, donc causée par des mutations hétérozygotes. Donc on a validé qu'on pouvait détecter différents types de mutations avec ces techniques NGS. Et on a aussi établi des nouveaux diagnostics. Ici, par exemple, dans un patient atteint d'une myopathie congénitale non étiquetée, qui attendait son diagnostic depuis 14 ans, et la famille d'ailleurs avait déménagé en Alsace pour se rapprocher de cliniciens. Donc on a réussi à trouver une mutation ici dans le récepteur à la ryanodine. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons, le message, c'est que on peut aussi détecter des délétions avec cette technique qui sont ici en fait montrées par une absence des lectures en gris. Donc ça veut dire que cette région de l'ADN et ces exons ici sont délétés dans ce patient. C'est une délétion du gène DMD intragénique dans un patient avec la dystrophie du Duchenne. Et il y a en bas, vous avez la confirmation en CGH. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de séquencer 300 gènes ciblés, on peut séquencer tous les gènes du génome. Donc ça s'appelle le séquençage d'exome. Et ça, on l'avait utilisé dans des myopathies congénitales. En fait, le problème des myopathies congénitales, c'est qu'il y a souvent des signes cliniques, notamment histopathologiques, qui sont assez aspécifiques à la naissance. Donc on aura plus tard en fait des signes histologiques qui vont nous orienter vers certains gènes, mais à la naissance c'est assez aspécifique. Donc on a ici des exemples de 6 familles où on a séquencé donc en même temps tous les gènes du génome chez les patients indiqués avec les flèches rouges. Et on a comparé les résultats de séquence avec les données cliniques et histopathologiques. Donc ça, c'est très important. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il faut une stratégie intégrée qui combine la génétique avec l'histopathologie et la clinique. Et tout ça mis ensemble permet de valider en fait un gène. Ici, dans les 2 premiers cas, c'était la nébuline et les autres, c'était le ryanodine récepteur. Et ça a été confirmé par des expériences fonctionnelles derrière. Et vous avez les participants qui sont listés en bas. Juste au niveau du coût, je ne vais pas m'appesantir, mais il est clair que non seulement cette technique permet de séquencer par exemple 300 gènes ou même les 20 000 gènes du génome en une seule fois, plutôt qu'un seul un après l'autre, mais en plus ces techniques sont moins chères, puisque pour séquencer en gros un exome, ça revient à peu près au même coût de séquencer en sangueur, plus quelques techniques complémentaires comme la CGH, quelques gènes, quoi. Par contre, le volume d'informations que vous obtenez fait que le principal problème, c'est l'analyse.
Donc, je dirais dans le futur, on aura vraiment besoin de personnes qui sont entraînées à l'analyse de données de séquences et qui, à la fois, comme je l'ai dit, peuvent intégrer les données de clinique et d'histopathologie. Je passerai sur les problèmes éthiques, mais forcément, si on séquence tous les gènes chez un patient, on peut trouver autre chose que la mutation qui cause la myopathie. Un dernier exemple pour vous montrer en fait que l'intérêt de pouvoir séquencer tous les gènes, c'est qu'on va séquencer des gènes qui font pas forcément sens par rapport à la pathologie. Ici, on avait étudié une myopathie qui était assez spécifique, avec en fait les patients étaient très affectés à la naissance et puis ils étaient quasiment plus affectés à l'âge adulte. Donc c'était classifié comme une nouvelle myopathie. Et en séquençant l'exome, en fait, puisqu'on ne savait pas cibler quel gène pouvait être impliqué, on a trouvé une mutation dans le récepteur à l'arianodine, qui est connu déjà pour être impliqué dans plusieurs myopathies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la possibilité de séquencer tous les gènes, ça permet en fait de trouver des maladies alléliques auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc on va peut-être s'apercevoir que des mutations dans des gènes très connus, j'en sais rien, peut-être même l'acide maltaise, j'en sais rien, sont impliquées en fait dans des maladies qui n'ont pas l'air reliées au niveau clinique ou histopathologique au départ, quoi. Donc ça, on va très certainement faire pas mal de découvertes étonnantes avec ce séquençage au débit. Et je voudrais finir sans donner d'exemple. Forcément, au niveau recherche, il y a l'apport du séquençage au débit est très important, puisque vous avez juste à ouvrir n'importe quel journal de génétique pour vous apercevoir maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui identifient des nouveaux gènes par approche au débit. Et j'étais la semaine dernière à San Francisco au meeting de la Société américaine de génétique humaine. Ils s'étaient amusés à compiler en fait les mots qui étaient les plus cités dans les abstracts. C'était le mot exome qui ressortait le plus. Donc tout le monde fait du séquençage au débit, et le séquençage au débit, y compris l'exome, est maintenant proposé en diagnostic de routine, notamment aux États-Unis. Donc c'est pas du futur, c'est maintenant. Donc pour conclure, peut-être que le diagnostic moléculaire avec ces nouvelles techniques va remonter un petit peu dans le protocole de diagnostic et va notamment permettre maintenant de donner du feedback à la clinique, à l'histopathologie, alors qu'il intervenait en général en dernier dans le protocole, et notamment va peut-être aider en fait à mieux cibler les investigations cliniques et les investigations histopathologiques. Donc ça va permettre d'accélérer le diagnostic, et peut-être aussi d'éviter certaines investigations non nécessaires au final. J'insiste encore une fois, donc là je souhaite vraiment insister que ça va pas remplacer à mon avis les autres diagnostics, hein. Ça va les aider. Donc il faut un diagnostic intégré qui intègre les experts cliniciens et histopathologiques. Et il faut aussi garder l'expertise des laboratoires qui sont experts sur le diagnostic génétique sur certains gènes, parce que, comme je vous ai dit, avec ce séquençage au débit, on va avoir beaucoup de variations qu'il va falloir valider. Il va falloir valider quelle est la variation dans le génome qui cause vraiment la maladie. Et ça, c'est pas les gens qui vont séquencer et faire le séquençage au débit. Ils vont vous donner juste une liste de variants. Les gens qui vont valider, c'est les laboratoires experts qui sont déjà experts à l'heure actuelle avec les techniques, je dirais, maintenant presque anciennes, qui vont pouvoir dire, dans cette liste de variants, on valide avec nos techniques et notre expertise que c'est cette mutation qui cause la maladie. Donc ça ne va pas enlever du travail au laboratoire de diagnostic génétique, au contraire, ça risque même d'en rajouter. Et ici, donc, vous avez, pour finir, l'impact possible. Donc non seulement il y a le diagnostic des patients, mais il y a aussi beaucoup de discussions sur le diagnostic prénatal, puisque maintenant on peut séquencer en entier le génome des fœtus à partir du sang maternel. Donc ça veut dire qu'on peut faire quand même pas mal de choses au niveau du diagnostic prénatal. Et pour les maladies par exemple récessives, on pourrait très bien, et d'ailleurs ça se fait, dans certaines maladies, d'ailleurs ça se faisait avant pour certaines maladies spécifiques trouvées dans des sous-populations, on peut faire de la prédiction de porteurs de mutations avant qu'il y ait un enfant en cours, quoi. Donc ça pose aussi des problématiques.
Mais en tout cas, la technologie maintenant est là, donc c'est une possibilité qui existe. Et là, je voulais juste remercier les gens qui, notamment dans notre institut, ont participé. Donc vous avez à gauche en fait les personnes de la plateforme de séquençage, à droite les 4 bioinformaticiens donc, qui ont participé aux résultats que je vous ai montrés. Et je vous souhaite quand même vous montrer les 2 personnes, donc Nassim Vasli et Yuan Bom, qui ont effectué le travail que je vous ai montré, et insister sur... alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais disons vous voyez effectivement tous les participants qu'il y a eu, notamment des cliniciens qui sont cités, alors qui sont différents suivant les projets. Ici, il y avait le séquençage des gènes, des 300 gènes impliqués dans des maladies neuromusculaires. Ici, la maladie allélique, qu'on a donc caractérisée, et des travaux sur le séquençage d'exomes. Et je voudrais remercier les familles et les patients et nos sponsors. Merci.